Mes chers amis, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. J'aurais bien aimé être parmi vous au Maroc, vous le savez. D'ailleurs, je viens de prendre un petit verre de thé en pensant à vous. C'est bien sûr avec émotion que je prends la parole pour vous parler aujourd'hui d'un sujet d'intérêt, mais juste avant, il y a un lien d'intérêt majeur entre vous et moi. Vous le savez, c'est une amitié et un respect. Et puis, on s'était fait une promesse avec Aïcha, donc il y a quelques années. On s'était dit, qu'est-ce que tu en penses, Aïcha, et qu'est-ce que tu en penses, Ariel? Et si on était en même temps président de nos sociétés savantes respectives, et puis on a laissé le temps passer, et ça s'est fait exactement comme cela. Et je dois avouer que je pense que c'est une chance que vous avez à la Société marocaine de cardiologie d'avoir une telle personnalité. Je ne parle pas du tout de la professionnelle, hein, je parle de la personnalité. C'est une personne rare que vous avez à votre tête. Et je pense que avec son leadership naturel, cette volonté, cette détermination, cette résilience, elle va amener très haut la Société marocaine de cardiologie à vos côtés. Alors, mes chers amis, je voulais vraiment rendre hommage à la Société marocaine de cardiologie. La meilleure façon de le faire, c'était de trouver une image rarissime, un petit cœur au sein d'une aorte thoracique. Et ce petit cœur, c'est celui que je partage avec vous ce soir. Et vous m'avez demandé donc de parler des sources cardiaques d'embolie. Aïcha le sait, donc, et Erwan vient de nous quitter. Nous avons écrit donc des guidelines qui vont paraître maintenant dans quelques semaines. Je ne pourrai pas les déflorer comme vous imaginez, mais vous allez voir comment je vais vous amener vers la compréhension de ce qu'on a essayé de faire. Alors, mes chers amis, je vous salue encore une fois. J'ai trouvé ces photos et puis, bien sûr, j'ai regardé avec attention le magnifique message d'Aïcha qui en a profité également pour remercier Sa Majesté le Roi. Et je pense que tout le monde pense, et toi, Aïcha en particulier, à la remise de notre livre entre les mains du roi. Et je pense que ce sont des souvenirs inoubliables. Alors, mes chers amis, il va falloir que vous fassiez un petit marathon avec moi. D'abord, je voudrais vous rappeler que j'ai commencé avec 5 minutes de retard et donc j'espère que vous me les octroierez. Voilà l'objectif que je me suis donné ce soir. J'ai donc refait ces diapositives en pensant à vous et je vais essayer de partir de quelques définitions pour aller jusqu'à la discussion éventuelle d'implications thérapeutiques. Je ne voulais pas que vous et moi, cardiologues, nous soyons uniquement des imageurs. Je voulais que nous restions ce que nous sommes, c'est-à-dire des cliniciens. Et vous voyez, j'ai essayé de trouver le lien qu'il y avait entre le cœur et le cerveau, au travers en particulier des anomalies intracardiaques, vasculaires, pouvant expliquer tout ou partie des accidents vasculaires cérébraux. Et je pense que vous aurez aussi noté le clin d'œil. Alors voilà notre sujet de ce soir. Il va falloir donc parler des sources d'infarctus cérébral et on sait qu'un quart des infarctus cérébraux sont de cause indéterminée, on va y revenir, et on sait qu'à peu près 20% des infarctus cérébraux ont une source cardiaque. Et puis à côté de cela, bien sûr, il y a des sources vasculaires dont je ne vais pas parler ce soir, même si les Américains ont tendance à considérer l'athéroma aortique comme une pathologie des grosses artères, ce en quoi je ne suis pas d'accord avec eux. Alors nous allons essayer de faire une plongée à partir d'une définition universelle et j'aimerais que d'emblée vous soyez attentifs à cette distinction qu'il y a dans la littérature entre un infarctus cryptogénique qui correspond donc à un infarctus cérébral qui n'a pas de cause identifiée après un bilan adéquat et un infarctus de cause indéterminée d'origine embolique. Vous voyez hein, la subtilité. Et ce sont des infarctus non lacunaires, sans lésion artérielle proximale, sans source majeure cardiaque d'embolie et qui pourraient expliquer une grande partie des infarctus cryptogéniques. Je suis obligé de passer du temps sur cette définition parce que dans la littérature, vous verrez que l'impact de l'imagerie cardiaque est variable en fonction de la population à laquelle on s'adresse.
Alors, on peut déjà essayer, comme Mauro Pepi l'a fait dans les recommandations, donc ça, je me suis permis de le rappeler, car c'est le schéma qu'il a donné il y a un peu moins de 10 ans, on peut se permettre donc de décrire les circonstances de survenue d'un AVC et un certain nombre de caractéristiques peuvent d'emblée évoquer une source embolique, en particulier donc les infarctus pluriterritoriaux, multiples ou ayant un territoire cortical ou sous-cortical prépondérant, et a fortiori si le patient a eu des antécédents d'accidents ischémiques cérébraux. Mais gardez bien présent à l'esprit qu'il faut considérer ces sources potentielles d'infarctus cérébral à la lumière du risque d'infarctus cérébral. Vous voyez que par exemple une sténose carotidienne symptomatique est associée à un risque d'événements cérébrovasculaires de 4% par an. Et vous voyez qu'une fibrillation atriale avec contraste spontané est associée à un risque de 6% par an. Et puis si vous je n'ai pas envie de perdre de temps précieux, car je trouve que la controverse sur la place de l'ETT est obsolète. C'est normal qu'aux États-Unis, ils continuent à privilégier une stratégie pas à pas, mais vous et moi, on a compris depuis maintenant un peu plus de 20 ans que la valeur diagnostique de l'ETO n'est pas comparable. Et donc, je préfère vous montrer un article allemand récent qui a essayé de pondérer la valeur respective des différentes techniques d'imagerie à la lumière de ce qui est recherché. Et vous voyez que l'ETT ne démérite pas, bien sûr, pour les sources ventriculaires éventuelles cardio-emboliques, mais vous voyez qu'il y a un problème de sensibilité pour tout ce qui nous concerne dans la recherche d'une source difficile à caractériser, en particulier l'athérome-aortique ou les tumeurs intracardiaques. Alors, on peut discuter ensemble le foramen ovale perméable. Je l'ai fait à votre demande lors d'un congrès de la Société marocaine de cardiologie, donc je ne vais pas y revenir. Pour moi, ces deux techniques, ETT et ETO avec contraste, sont complémentaires dans la recherche d'une source cardiaque d'embolie et il ne faut pas se contenter d'une ETT négative et même d'une ETO négative. Il faut toujours penser à faire un contraste en ETT. Enfin, pour l'oreillette et l'auricule gauche, vous voyez que l'ETO est très supérieur. On va le revoir tout à l'heure d'ailleurs. Donc, si on poursuit cette réflexion méta-analytique, c'est ce que j'ai essayé de faire en regardant quel est l'impact de l'ETO dans les infarctus cérébraux cryptogéniques. Vous voyez qu'on arrive à montrer que l'athérome aortique reste très prévalent dans la recherche d'une source cardiaque d'embolie. Et donc, c'est un candidat au titre éventuel d'une source potentielle d'infarctus cérébral. En revanche, en dehors de la fibrillation atriale, la pathologie auriculaire gauche est rare et la pathologie de la cloison interauriculaire est assez prévalente, mais clairement, elle n'explique pas la totalité des infarctus cryptogéniques. Alors, on peut regarder la différence d'âge qu'il y a en termes de prévalence d'une anomalie et vous voyez que en dehors du foramen ovale perméable qui est plus prévalent chez les sujets de moins de 50 ans, les autres pathologies à risque thromboembolique artérielle n'ont pas de prévalence différente en fonction de l'âge. Alors, on peut se mettre d'accord sur cela maintenant. Vous voyez, je vous ai mis ici un camembert avec les causes principales d'infarctus cérébral et je vous ai isolé les 25% d'infarctus cryptogéniques qui incluent donc les infarctus de cause cardio-embolique jusqu'à la preuve du contraire. Et vous voyez qu'on retrouve ici en particulier les fameuses fibrillations atriales occultes que j'ai également traitées lors d'un congrès de la Société marocaine de cardiologie. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure pour vous rafraîchir la mémoire. Alors commençons, si vous voulez bien, rapidement par les sources majeures, ce que j'ai appelé dans les guidelines les sources majeures. Vous allez les reconnaître assez facilement. La fibrillation atriale. Donc, je ne vais pas discuter avec vous la relation qu'il y a
entre une fibrillation atriale comme marqueur de risque et la fibrillation atriale comme une cause. Vous l'avez compris, la fibrillation atriale est un risque thromboembolique artériel, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque associés que sont les facteurs que vous connaissez comme moi, l'hypertension artérielle, le diabète, la pathologie vasculaire, la cardiopathie sous-jacente. Donc, vous voyez qu'il y a un débat pour savoir quel est le poids relatif. Mais enfin, on a compris, nous, cardiologues, qu'au travers de la fibrillation atriale et donc de la dysfonction atriale, il y avait donc un risque de stase favorisé par les anomalies de la coagulation et de l'inflammation, et que ce thrombus dans l'auricule gauche était à risque d'embolisation périphérique, bien entendu. Alors rapidement, pour vous détendre, quelques images. Voici un thrombus qui a été exploré par Laurie dans le service, vous voyez en ETO 3D, pour bien vous montrer cette localisation particulière par rapport à cet ostium de l'auricule gauche, dont je n'aurai pas le temps de parler, mais je voudrais juste que vous reteniez qu'à côté de la morphologie de l'auricule, qui peut être donc un marqueur du risque thromboembolique artériel, la géométrie anatomique de l'auricule gauche et en particulier la taille de l'orifice sont des éléments déterminants dans la réflexion. Et puis, je vous montre rapidement deux exemples de thrombus, un hyperéchogène avec hypoéchogène pour vous montrer qu'au sein d'un sludge, on a des thrombus de taille variable. Et ici, je vous montre encore un thrombus avec des composantes éventuellement mobiles comblant complètement l'auricule. Et ceci vous est tellement familier que je ne vais pas insister. L'équipe de Saint-Antoine travaille beaucoup actuellement sur la géométrie de l'auricule gauche que l'on explore en 3D. Et Laurie, lorsqu'elle était à Chicago, a pu décrire des anomalies morphologiques qu'elle rapportera très bientôt, qui permettraient peut-être d'approcher la fameuse géométrie en aile de poule dont on va parler tout à l'heure, versus les autres géométries de l'auricule comme étant éventuellement en ETO des prédicteurs du risque thromboembolique. Ici, je vous ai montré à nouveau un slide pour bien insister sur la caractérisation relativement facile. Et Luigi Di Biase a montré, donc il y a maintenant quelques années, que cette géométrie en aile de poule était associée à un risque bien moindre que les géométries alternatives. Et vous voyez que quand on différencie de façon dichotomique la géométrie en aile de poule versus tout le reste, vous voyez qu'il y a un risque thromboembolique artériel cérébral qui est multiplié par un facteur 3. Donc, vous voyez qu'il n'est pas complètement inutile de décrire la morphologie de l'auricule et ça peut être un challenge de l'imagerie multimodale, c'est-à-dire que l'ETO peut être complété par un scanner et éventuellement par une IRM dans des situations particulières. En tout cas, cette méta-analyse que j'ai déjà citée et que je vais citer 4 fois dans mon topo a permis de montrer quelle était la prévalence de la thrombose de l'oreillette gauche dans les infarctus cryptogéniques hors fibrillation atriale. Elle est faible, 3%, et vous voyez que la prévalence d'un contraste spontané intense en dehors de la fibrillation atriale, comme source potentielle d'infarctus cérébral, est également faible. Donc retenez bien que c'est la fibrillation atriale qui va drainer le risque thromboembolique artériel. Les masses cardiaques, c'est une source bien sûr majeure, directe, d'infarctus cérébral. Je reviens sur le thrombus, non pas pour vous ennuyer, mais pour vous rappeler que la genèse du thrombus est particulière. Vous voyez qu'ici, il y a un sludge très localisé et que vous avez un thrombus en voie de formation. Vous voyez avec cet aspect de masse fibrineuse hypoéchogène que je vous ai montré ici. C'est un examen qui a été réalisé, je crois, par Stéphane, qui montrait, vous voyez, la caractérisation d'un thrombus au sein d'un auricule gauche dont la géométrie n'était pas modifiée de façon significative. Je vous ai mis le 3D à nouveau pour vous montrer l'apport complémentaire des deux techniques, c'est-à-dire le multiplan avec le X-plan ici pour bien caractériser la géométrie auriculaire et en particulier le nombre de lobes et l'écostructure fine avec une très bonne cadence image du thrombus, avec cet aspect hypoéchogène à l'intérieur du thrombus qui traduit bien son caractère très récent. Alors, vous m'avez demandé imagerie multimodale. Eh bien, par exemple, pour la caractérisation de l'auricule gauche, vous voyez que l'ETO reste un redoutable challenger pour le scanner et de façon générale pour l'IRM. Vous voyez qu'on arrive
à avoir une assez bonne résolution spatiale, une résolution temporale qui est vraiment satisfaisante. On peut avoir un rendu 3D. Il n'y a pas de nécessité de contraste ou d'irradiation versus le scanner. Et vous voyez que la sensibilité et surtout la spécificité est excellente. Et puis, on peut discuter cela, bien sûr, avec nos collègues radiologues et de plus en plus les cardiologues. Mais vous l'avez compris, le débat n'est pas l'un versus l'autre, mais c'est l'un complétant l'autre en cas de difficulté. Et je croyais important aussi de vous rappeler que l'incidence de la thrombose varie en fonction de la situation clinique. Et vous voyez qu'en cas de cardioversion, l'incidence de la thrombose est assez faible, mais elle est variable dans la littérature à cause de ce fameux phénomène de sidération avec le risque embolique artériel, mais qu'il y a aussi un risque en cas d'ablation et que en cas d'évaluation d'un AVC, vous voyez qu'on trouve des thrombus avec une prévalence, vous voyez, qui n'est pas si élevée que cela, puisque là, cela inclut en particulier les patients qui ont de la fibrillation atriale. Par contre, vous voyez que l'athéroma aortique, et je ne vais pas le traiter ce soir dans l'AFA, mais j'aurais pu vous faire un exposé sur la signification de l'athéroma aortique dans la fibrillation atriale. Et puis, n'oubliez pas qu'en cas d'occlusion par dispositif percutané de l'auricule gauche en cas de contre-indication aux anticoagulants, il y a un risque de thrombose de l'oreillette et de l'auricule gauche. Donc, n'oubliez pas ces notions cliniques importantes. Et donc, dans cette revue de littérature qui a été faite dans ce journal de radiologie, vous voyez que sur ces 6 études, il est indiqué que le scanner versus le TO permet d'avoir une très bonne sensibilité un peu variable dans la littérature et une spécificité de bonne qualité que l'on peut d'ailleurs retrouver ici dans ces méta-analyses que j'ai trouvées pour vous, qui montrent bien que la sensibilité du scanner est très bonne pour la détection de la thrombose intracardiaque gauche, oreillette et ventricule gauche avec une spécificité de bonne qualité. Donc, j'espère que vous, comme moi, vous avez dépassé ce débat. Une technique serait supérieure à une autre. Non, ça ne nous intéresse pas vraiment de dire cela. Je pense qu'il faut plutôt se poser la question de quelle technique, à quel moment. Et donc, le diagnostic, par exemple, de myxome ici de l'oreillette gauche, pour rapidement traiter des tumeurs cardiaques, il n'y a pas vraiment de discussion sur l'imputabilité d'une telle masse dans l'oreillette. Et donc, je ne vais pas passer de temps à vous décrire quel est le lien d'imputabilité. Par contre, quand vous avez une tumeur valvulaire comme celle-là sur l'aorte ou comme celle-ci sur la mitrale, je pense que vous avez ce problème aussi fréquemment que nous, vous discutez quelle est la genèse de cette végétation. Est-ce que c'est une végétation infectieuse ou non infectieuse, ou est-ce que c'est un fibroélastome? Ici, c'était un fibroélastome associé donc à des microfilaments, mais ça aurait pu être une végétation non infectieuse ou une végétation infectieuse. Dans le ventricule gauche, ça va beaucoup plus vite, mais juste avant, pour vous impressionner sur ce thrombus appelé ball thrombus, ici en 2D, malheureusement, vous voyez que je n'arrive pas à déclencher toujours les boucles sur la partie droite. Vous arrivez à très bien voir au sein de cette valvulopathie mitrale avec une prothèse que la genèse de ces ball thrombus, qui est une indication opératoire théoriquement formelle, est assez facile à rattacher au risque thromboembolique artériel. Voici un examen qui a été fait chez nous par Marion et qui vous montre bien l'intérêt pour le ventricule gauche de l'injection de solovus permettant de bien caractériser ici la présence de ce thrombus hypoéchogène, très hypoéchogène, que vous ne voyez pas malheureusement, alors que ici vous voyez qu'on arrive à parfaitement le caractériser. Les végétations, ne perdons pas de temps, mes amis, vous le savez, l'apport de l'imagerie est indubitable. Et qui peut imaginer une prise en charge d'un patient ayant une suspicion d'endocardite infectieuse et présentant un AVC ou inversement un AVC fébrile? Ici, une endocardite aortique, ici, une endocardite mitrale avec un élément végétant ultramobile. Bon, je vous ai fait une revue de la littérature rapide pour vous dire que quel que soit le type de végétation, infectieuse ou non infectieuse, vous voyez qu'il y a un risque d'infarctus cérébral qui varie entre 1 et jusqu'à 9 en fonction, d'une part, de la mobilité, d'autre part, de la longueur de la végétation. Ça, c'est le travail de Franck Tuny, que vous connaissez par cœur, qu'il avait fait quand il était avec Gilbert à la Timone. Donc, vous retenez que quelle que soit
excusez-moi, la cause de la végétation, ça ne va pas changer grand-chose à son potentiel embolique. Donc, réglons le problème et passons à la dernière source ou à l'avant-dernière, parce que l'autre, je ne vais pas la traiter, de source majeure d'infarctus, c'est l'athérome aortique. Alors, ne rêvez pas, mes amis, vous ne verrez pas d'athérome dans la crosse et a fortiori dans l'aorte ascendante ou exceptionnellement. Dans l'aorte descendante, vous avez une chance de la montrer. C'est une vieille image. Je crois que c'est toi, Stéphane, qui l'avais enregistrée. Et par contre, vous avez cette information redoutable en ETO 3D, malheureusement insuffisamment fait dans beaucoup de services, dont le mien, quand on explore l'aorte thoracique. Ici, vous avez malheureusement, ça a arrêté de tourner, mais ça va peut-être revenir ici, un thrombus avec un élément mobile surajouté. Et ici, vous avez une plaque hyper complexe, comme vous le voyez, avec un athérome protrusif particulièrement sévère et donc à très haut risque thromboembolique. Je fais une parenthèse, mes amis. On a essayé avec Najib Hamoudi de caractériser non pas l'épaisseur comme on l'avait rapporté il y a maintenant 15 ans, mais le volume, la surface ou quelque chose qui permettrait de donner une idée de la diffusion de la plaque d'athérome au sein de l'aorte thoracique pour voir si elle n'était pas mieux corrélée au risque thromboembolique artériel. Et on a été très déçus par le 3D sur l'athérome aortique. On a publié ce papier, donc je ne vais pas perdre de temps. On a quelques exemples. Ça, c'est un examen qui a été fait par Marion il y a quelques jours, vous montrant que le 3D permet vraiment de bien caractériser la plaque d'athérome, l'élément thrombotique surajouté et l'élément ici surajouté. Puis avec le X-plan, vous avez cette caractérisation particulière de cet athérome circonférentiel qui fait discuter, il faut le reconnaître de temps en temps, des hématomes de paroi. Et encore il y a quelques jours, Marion m'interrogeait là-dessus. En tout cas, la littérature est claire. La prévalence de l'athérome de l'aorte ascendante est élevée dans les infarctus cérébraux. Vous voyez qu'on peut considérer qu'entre 20 et 30% des patients de plus de 65 ans ont de l'athérome aortique, et ceci est associé à un surrisque d'événements cérébrovasculaires, et en particulier quand la plaque est complexe, c'est-à-dire ulcérée et ou d'épaisseur supérieure à 4 mm et ou donc avec un aspect hypoéchogène. Et vous voyez que le risque thromboembolique artériel est vraiment caractérisé avec donc un odds ratio qui est indiscutablement en faveur de l'imputabilité. Alors les prothèses, je n'aurai pas le temps de les traiter si vous voulez bien. Sachez qu'on a donc écrit des recommandations là-dessus et si vous voulez bien, dans les quelques minutes qui me restent, 7 minutes exactement, je vais traiter de la pathologie de la cloison interauriculaire et un petit peu des infarctus cryptogéniques à la recherche du Graal, c'est-à-dire à la recherche d'un candidat au titre peu enviable de source d'infarctus cérébral, indépendamment de tout ce que je vous aurais dit. Alors, la cloison interauriculaire nous fait penser, bien sûr, à ce mécanisme d'embolie paradoxale. Voici donc un exemple de thrombus à cheval, comme vous en avez vu dans votre expérience. Et voilà un exemple ici d'épreuve de contraste, l'examen qui a été fait par Najib quand il était à Tenon, pour bien vous montrer le passage des bulles au travers de la fosse ovale. Mon Dieu, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Et donc, quelle est la prévalence de l'anévrie du septum dans la jeunesse des infarctus cryptogéniques? Vous voyez que cette prévalence varie dans la littérature en fonction des différentes études, mais que dans toutes les situations, l'anévrisme est décrit dans au moins 10% des cas, avec, vous voyez, une moyenne qui est plutôt à 7-8%. Ce sont, je vous rappelle, des infarctus cryptogéniques. La présence d'un foramen large, d'ailleurs plus de 30 bulles, comme je vous l'avais dit lors de mon topo, alors cette prévalence, vous voyez qu'elle est de l'ordre de 20% dans les infarctus cryptogéniques. Alors vous allez me dire, mais d'habitude vous dites plutôt 50%. Rappelez-vous, c'est chez les sujets jeunes, alors que là il y a des sujets un peu moins jeunes. Et donc vous voyez que les jeunes polluent un peu les données de cette littérature. Donc il y a un lien, peut-être pas un lien d'imputabilité entre l'anomalie de la cloison anévrisme et ou foramen et la totalité de ce qu'on veut faire dire à cette cloison, c'est-à-dire que c'est une source d'infarctus cérébral prévalente, elle est assez peu fréquente, mais dans un contexte d'infarctus de cause totalement indéterminée
chez un patient de moins de 55 ans, cette anomalie doit être considérée comme éventuellement causale, d'où les interventions dont je vous ai parlé de fermeture. Excroissance de l'AMBL, vous voyez, j'ai fait l'impasse car je n'avais pas le temps et puis je vous ai déjà rapporté plusieurs fois les données de la littérature que l'on a publiées. Je voulais m'arrêter pendant les quelques instants qui me restent sur la part respective de l'un et de l'autre. Je vous répète qu'il n'y a pas de compétition. On recherche toutes et tous un consensus avec nos collègues imageurs de façon à mettre en balance les avantages et les inconvénients de chacune des techniques en sachant que nous, échographistes, on a souvent besoin du scanner pour confirmer ou infirmer une anomalie et pareil pour l'IRM. Et donc, si l'on prend, et vous verrez que dans les recommandations que l'on a publiées que l'on va publier avec Erwan et toute l'équipe de collègues européens, on l'a fait un peu différent. Vous voyez que l'on peut décrire en fonction de la pathologie la place respective. On ne va pas tout détailler, mais par exemple, on vient de parler du foramen ovale perméable. Personne ne va proposer un scanner ou une IRM. On a parlé, par exemple, des tumeurs intracardiaques, mais bien sûr qu'on a besoin du scanner. On a parlé de la pathologie de l'oreillette gauche. Mais bien sûr que là, c'est ETO versus scanner et ou IRM. Et puis, etc. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, personne ne peut dire il n'y a pas de thrombus VG de façon formelle en ETT. Je m'arrête là. On fera un sonovus et si on n'est pas sûr de nous, on fera un scanner. Donc, vous voyez, je crois que ce débat est clos. Et donc, j'ai mis du temps et Laurie m'a beaucoup aidé dans cette partie de ce travail. Je voulais qu'on se quitte ce soir et que vous n'ayez pas l'impression que je défends l'échographie. Vous voyez, j'ai repris la littérature exhaustive radiologique, 7 papiers qui ont pour objectif de regarder quelle est la place du scanner et de l'IRM ou de l'IRM dans le diagnostic d'une source cardiaque d'embolie. Je vous rappelle que l'ambiance générale, c'est que ces patients-là sont en neurologie et sont de toutes les façons investigués par les cardiologues. Et regardez les résultats, je ne vais même pas vous les détailler. Ce n'est pas possible de considérer que l'IRM ou le scanner puissent être considérés comme des examens de première intention. Vous voyez que, par exemple, cette étude-là de Lieberman dit que l'IRM réduit le pourcentage de patients ayant une cause indéterminée de moins de 1%, ou alors qu'on peut améliorer la sensibilité de la détection de la thrombose lorsqu'elle a été suspectée en ETT ou en ETO. Vous voyez que la littérature radiologique, quelle que soit sa qualité, n'existe qu'avec comme référence l'échographie œsophagienne. Donc, vous voyez, c'est une démarche un peu tautologique. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait vraiment des études prospectives avec, en première intention, l'imagerie en coupe, et puis qu'en gros, un jour, peut-être, l'échographie devienne un examen de seconde intention. Alors, je vais terminer, si vous voulez bien, pendant la minute 30 qui me reste, sur 3 sujets rapidement. Alors, la cardiopathie atriale, je vais vous montrer une seule diapositive, parce que celle-là, je l'ai faite depuis mon topo quand j'étais chez vous. Et je voulais simplement vous rappeler que dans les recommandations internationales, qui ne sont pas des vraies recommandations, mais un consensus, on prend en considération non pas seulement des facteurs morphologiques caractérisant une cardiomyopathie ou des facteurs électrocardiographiques, mais également des facteurs biologiques via les biomarqueurs et également la source potentielle d'infarctus. Et on peut construire donc une histoire de la genèse d'un thrombus ou d'un événement cérébrovasculaire chez un patient qui n'a pas de fibrillation atriale et qui a un infarctus de cause indéterminée. Alors, je vous ai fait ce petit schéma que j'ai emprunté, que j'ai modifié de Kamel pour vous dire qu'on reste sur l'idée que dans l'AVC, on recherche la pathologie des gros vaisseaux et des petits vaisseaux, mais on recherche une source cardiaque d'embolie, mais on doit caractériser aujourd'hui la cardiomyopathie atriale, qui est un substrat de l'AFA, mais qui peut être la source d'un infarctus cérébral. Et c'est là-dessus que je vais terminer, parce qu'il y a des études qui ont été faites autour de cette notion qu'il y avait donc un risque de dysfonction atriale à l'origine d'une arythmie atriale paroxystique, peut-être, mais en tout cas de façon très pragmatique, les fameux ESUS, qui, je vous le rappelle, n'ont pas eu de TO par définition.
Ces ESUS ont donc été traités par anticoagulant oral direct avec les deux protocoles des deux études RESPECT et NAVIGATE. Et vous le savez, les deux études sont négatives. Et donc, le raisonnement qui consiste à dire que l'on part d'une oreillette normale et qu'on aboutit éventuellement à un AVC au travers de différentes étapes, la fibrose dont a parlé Erwan, l'hyperextrémité supraventriculaire, substrat de l'AFA, survenue de l'AFA avec donc cette thrombogénicité atriale gauche que l'on essaye, nous, échographistes, de caractériser depuis maintenant 20 ans, vous voyez bien qu'on peut imaginer que l'on puisse créer une flèche directe entre les caractéristiques de la dysfonction mécanique ou fonctionnelle de l'oreillette au travers d'un remodelage, au travers des anomalies du strain dont a parlé tout à l'heure Erwan, pouvant expliquer donc la survenue d'un AVC justement réputé de cause indéterminée. Et donc, mes chers amis, je termine là-dessus et vous serez comme moi patient pour la publication de ce travail qui nous a demandé 2 ans et demi. Je vous remercie infiniment. Aïcha, j'espère que très bientôt, je pourrai revenir parmi vous et faire une conférence devant mon écran alors que j'aurais pu être parmi vous. C'est vraiment un déchirement. En tout cas, merci infiniment. Merci de l'invitation. Merci de votre confiance. Merci de votre amitié et à très bientôt.